Bonjour, merci de nous retrouver ici à la résidence de l'ambassadeur de France à Yaoundé avec le maître des lieux. On va naturellement parler des relations entre le Cameroun et la France dans cet entretien exclusif sur Canal 24. Son Excellence Thierry Marchand, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne 24, Canal 24. Merci. C'est la première fois, je crois, que je m'adresse à vos téléspectateurs. Exactement. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir compléter un petit peu mon empreinte audiovisuelle à travers votre chaîne. Nous vous disons déjà merci pour votre disponibilité. D'abord, comment l'ambassadeur se sent, particulièrement à Yaoundé et au Cameroun en général? Aujourd'hui? Depuis qu'il est arrivé? Depuis que je suis arrivé, parce que je suis arrivé maintenant il y a à peu près 2 ans et demi. Donc je commence à avoir une certaine bouteille, comme on dit, et une certaine expérience du pays. Notamment parce que je l'ai beaucoup sillonné dans ces différentes régions, dans ces différentes composantes, et qu'aujourd'hui, je pense que j'en parle mieux que quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, parce que c'est un pays complexe et qui nécessite de s'y accoutumer et de l'apprivoiser doucement pour pouvoir, je pense, en parler mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans et demi. Mais aujourd'hui, très honnêtement, je suis dans un état d'esprit très positif, puisqu'on va beaucoup parler de notre relation. Et je suis réellement, au bout de 2 ans et demi ici, dans une relation, une véritable relation de confiance avec le Cameroun. D'accord. Ça, c'est une nouvelle année, puisque c'est la première fois qu'on vous rencontre en 2025. Vous avez placé cette année sous quel signe dans les relations entre le Cameroun, la France et les institutions de la République du Cameroun? Alors, d'abord, il est vrai qu'on pourrait considérer comme que cette relation, elle est plus grande que moi et plus large que moi. Et certes, l'ambassade de France donne le ton, dit des choses, mais la relation entre nos pays, elle est évidemment bien plus profonde et solide que ça, avec des relations économiques, des relations culturelles, des relations interpersonnelles extrêmement nombreuses, qui font que je me garderais bien de donner le ton en disant à partir de maintenant c'est comme ça. Je suis seulement le représentant de la République française ici. Et donc à ce titre-là, je dirais que le signe que je voudrais donner à cette relation aujourd'hui, c'est de me placer dans une situation que j'appelle de l'ami de la famille. L'ami de la famille, c'est quelqu'un qui n'est pas loin, qui est souvent disponible, qui est toujours attentionné et qui est, je pense, important pour la famille, comme la famille est importante pour lui. Et je crois que cette allégorie, si on peut l'appeler comme ça correspond, je pense, à la façon dont la France et le Cameroun doivent envisager leur relation et leur avenir. La France restant, je pense, un ami fidèle, un peu dans cette posture d'ami de la famille que tout le monde connaît dans son environnement intime. D'accord. À chaque année, ses priorités, j'imagine. Quelles sont les priorités de cette année? Alors, les priorités, souvent, c'est un peu rendre étroit des relations qui doivent être vues sur une échelle, je pense, plus large. Donc on ne va pas dire 2025 c'est ça, 2026 c'est ça, etc. Moi j'essaye de bâtir en fait notre relation bilatérale sur le long terme. D'abord ça permet d'éviter beaucoup de bruit et ça permet d'éviter beaucoup d'opportunisme souvent qui voit les choses à travers un prisme étroit, jouer un coup ou éventuellement se limiter à des actions de relativement court terme. C'est pas comme ça que la relation franco-camerounaise se construit. Elle se construit plutôt dans quelque chose qui vise à poser les jalons sur le moyen et sur le long terme. Donc on peut parler de la relation 2025 spécifiquement, mais j'aurais tendance à vous dire que c'est une relation qui aujourd'hui, cette année pour moi, met en avant peut-être deux grandes priorités. La première, c'est une priorité en rapport à la mémoire. On y reviendra peut-être d'ailleurs sur ce rapport. Il s'agit donc de... Exactement, on est dans un moment intéressant qui permet de faire un travail sur le passé.
C'est pas du luxe. On a besoin tous de souvent travailler ce passé pour mieux gérer la relation et mieux gérer l'avenir. Donc 2025, oui, ça sera un travail de fond sur ce relationnel, sur cette histoire que nous avons en commun. Et puis, de l'autre côté, je dirais que 2025, c'est la mise en avant d'un certain nombre de priorités, sur lesquelles on viendra peut-être aussi, des priorités en fait de partenariat, qui tournent autour, pour nous, de 3 grandes thématiques, qui sont, d'un côté, la santé, comme un grand enjeu de collaboration et de coopération entre nos 2 pays. Un deuxième qui tourne autour des sujets sur la souveraineté alimentaire, très important, qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là. Et puis un troisième qui est davantage lié à la jeunesse et à l'emploi. C'est le grand challenge, le grand défi du pays pour les années qui viennent. Et donc la façon dont la France pourrait travailler avec les autorités camerounaises sur ce registre-là, pour moi, est vraiment ma première priorité. D'accord. Lors de vos dernières sorties devant la presse, vous soulignez régulièrement que justement la relation entre la France et le Cameroun devrait passer de l'étape de coopération au partenariat. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors vous avez raison, parce que au-delà des mots qui sont différents, je ne suis pas certain que tous les téléspectateurs perçoivent bien Ils peuvent facilement faire la différence. Les différences sémantiques. Oui. En fait, derrière ces mots, il y a beaucoup de choses. Une coopération telle qu'elle se pratiquait, pour moi, ou qu'elle se pratique encore aujourd'hui entre certains pays, c'est principalement quelque chose qu'on observe sur le registre de l'action. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. Un partenariat, pour moi, c'est davantage quelque chose qu'on peut apprécier dans le cadre d'un état d'esprit. Vous voyez bien un petit peu déjà la distinction qu'on peut faire entre les deux. Donc cet état d'esprit, c'est peut-être lui que je vais essayer de caractériser en quelques mots pour essayer de convaincre sur cette évolution des choses. J'en ai déjà parlé précédemment. D'abord, un partenariat, c'est une histoire, en fait, qui prend ses racines dans le passé et qui va mettre ses jalons dans le futur. On n'est donc pas sur une action de coopération ou sur une coopération ponctuelle. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus long. Je le disais tout à l'heure, c'est probablement comme ça que nous devons comprendre notre relation, parce que nous avons eu une histoire en commun assez longue, et parce que nous avons encore des ambitions à développer pour longtemps. Donc, dans le partenariat, on trouve cette idée de temps long. Voilà. On trouve aussi, je pense, une idée qui nous fait comprendre qu'on n'est pas uniquement en train de parler d'une relation bilatérale sur des sujets, je dirais, locaux, mais qu'on est dans une façon d'appréhender les problèmes du monde ensemble. On est tous, la France, le Cameroun, tous les autres pays, évidemment liés d'abord par des exigences locales. Mais on voit bien, l'actualité nous le démontre tous les jours, qu'on est aussi positionné dans des thématiques beaucoup plus transverses et qui nous dépassent. Et donc, là où je mets un petit peu une distinction entre la coopération et le partenariat, c'est que le partenariat, il va chercher, beaucoup plus que la coopération, à inscrire notre relation dans faire face à des défis communs. Voilà. On pourra en parler sur les grands défis de la planète aujourd'hui, que ce soit sur le champ environnemental, sur le champ économique, sur le champ politique ou géopolitique aussi. Mais voilà, le partenariat, en fait, il est large. Oui. Il est profond et il est large. Voilà. Et puis, je crois qu'il se décline principalement dans le registre de la confiance. Qu'une coopération va essayer évidemment aussi de chercher. Dans le partenariat, la confiance, c'est le moteur. Et ce moteur, en fait, il doit nous permettre de pouvoir parler de tout, en toute confiance, et de pouvoir développer des actions lorsque nos intérêts convergent. Il y a cette double, si vous voulez, obligation, une capacité de discussion large, parce qu'on se fait confiance et qu'on est capable d'aborder tous les sujets sans restriction. Mais pour autant, dans le partenariat, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On va essayer de trouver les plages
sur lesquels nos intérêts convergent. Parce que le Cameroun a ses intérêts, la France a ses intérêts. Et les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Dans le partenariat, on va principalement essayer de trouver là où ça se croise, pour essayer de faire ensemble là où il y a du gagnant-gagnant. En réalité, dans ce registre, les intérêts croisés. Est-ce que dans cette relation-là, on va vers le partenariat ou alors on est déjà à l'étape du partenariat? Autrement dit, est-ce que le Cameroun et la France se font confiance? Moi, je pense que on a probablement, sans le savoir, franchi déjà un certain nombre de jalons qui nous placent plutôt dans cette posture partenariale et en ayant déjà un petit peu oublié ou transformé ce qui, pendant longtemps, a été une coopération qu'on a appelée un peu paternaliste, qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Car le monde dans lequel vit le Cameroun est un monde qui fait appel en fait à des partenariats extrêmement divers. Il n'y a plus de monopole, il n'y a plus cette relation un petit peu unique qui existait après l'indépendance, qui était d'ailleurs assez naturelle. Oui, il fallait bien commencer par quelque chose. Et aujourd'hui, sans en avoir fait la liste exhaustive, vous voyez bien que le Cameroun a ses propres relations, ses propres intérêts, que dans un certain nombre de domaines, il a parfaitement su s'émanciper complètement de ce que la France avait au départ posé dans l'indépendance, hein, et que dans d'autres, en revanche, on reste extrêmement proche. Voilà. Donc il y a bien eu ce travail de fond qui a été fait au cours des 60 ans de l'indépendance, enfin, depuis l'indépendance du Cameroun, qui fait que, selon moi, on est déjà, dans notre relation bilatérale, inspiré par cet esprit partenarial, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Oui. Est-ce que cela ne reste pas dans le cadre diplomatique? Est-ce que le Camerounais, le citoyen, est au courant de ce que vous êtes en train d'expliquer? C'est-à-dire, le Camerounais qui vous regarde aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de lui dire que le Cameroun peut faire confiance à la France? Moi, je lui dis. Je lui dis qu'effectivement, selon moi, dans la relation politique que j'incarne, et dans ma relation en fait quotidienne avec les autorités camerounaises ou avec la société civile, je pense très honnêtement que ce lien de confiance n'est pas rompu. Que pour le Camerounais ou la Camerounaise de la rue, pour beaucoup, oui, la France peut rester une forme de punching ball facile pour expliquer beaucoup de choses. Mais en réalité, lorsqu'on prend le temps d'analyser un petit peu ou de creuser un petit peu cette relation, beaucoup de Camerounais restent quand même en relation amicale avec la France. Beaucoup ont des histoires personnelles, y compris d'ailleurs dans la jeunesse, hein, qui aujourd'hui voyage beaucoup plus que les générations précédentes, qui ont une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus large, et qui, me semble-t-il, conserve quand même, parce qu'on a des points communs très forts, comme la langue, par exemple, la langue française, qui permet beaucoup d'échanges. Et donc, oui, je vous le dis comme je le ressens. Je ne surjoue pas, si vous voulez, cette espèce d'opposition qu'on met souvent en scène. Oui. Elle existe, bien sûr. Elle existe d'ailleurs pas seulement au Cameroun. Vous voyez bien que c'est un phénomène plutôt continental, oui. Une vague qui s'appuie sur quelque chose de sain au départ, d'ailleurs, qui est un souverainisme, qui fait que les pays africains aujourd'hui doivent prendre leur part dans cette idée de souverainisme qui réapparaît 60 ans après les indépendances, hein, comme quelque chose de neuf. Et je pense que c'est très important, parce que je pense que c'est ça qui au contraire, démontre que nous venons de changer d'époque. Mais pour autant, ce souverainisme n'a pas vocation à être nihiliste et à venir, si vous voulez, nier le passé en général, oui. Et le passé qui produit des fruits pour le futur. D'accord. Abordons maintenant la dimension économique de nos relations avant d'aborder certainement le niveau historique. Commençons par les visas, justement. Vous savez, oui. Malgré tout, il y a beaucoup de Camerounais qui sollicitent la France pour les études, pour les affaires, oui, oui. Et pour d'autres choses. L'année dernière, vous avez fait un bilan élogieux
des visas octroyés par la France aux citoyens camerounais, mais il y a toujours des mécontents quand même qui pensent que c'est pas assez, ça ne va pas assez vite et que parfois ça leur coûte un peu plus cher quand le visa n'est pas octroyé. Qu'est-ce que vous leur répondez, Excellence? Je leur réponds qu'effectivement, c'est une question en fait, qui n'est pas une question secondaire. Les visas, c'est probablement l'expression la plus forte de cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On fait confiance à un pays, et quand on fait confiance à un pays, on accepte que ces citoyens puissent bouger, et que ces mouvements interpersonnels puissent arriver dans les deux sens. Donc pour moi, l'augmentation en volume du nombre de visas accordés est pour moi le premier témoignage du fait qu'on est bien dans cette relation-là que je décrivais tout à l'heure. Voilà. Et qui démontre, pour contredire peut-être certaines idées reçues, qu'on n'a pas de quota. Aujourd'hui, il n'y a pas de quota fixé qui dirait cette année, on va limiter le nombre de visas avec le Cameroun à 25 000 ou 30 000, je ne sais pas. Moi, j'en ai pas. C'est pour ça que ça fait 3 ans que je suis là, presque, et chaque fois, on en distribue plus, ce qui me laisse penser que la relation, en fait, elle s'étoffe, et en même temps, elle permet de démontrer à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas de limite, en réalité. Donc, oui, il y a cette approche par les chiffres, qui doivent quand même nous conforter dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. Il y a également, pour moi peut-être ce dont je suis le plus fier par rapport au moment où je suis arrivé, c'est pas tellement les chiffres, c'est la qualité de l'accueil, la qualité en fait du service. Hein, qui était selon moi mauvais et indigne en réalité, et qu'on a reconstruit aujourd'hui à travers TLS, donc un prestataire, dans une relation, je dirais, digne. Voilà. Et beaucoup de Camerounais viennent souvent me voir en me remerciant pour justement cette approche-là. Pas pour le fait qu'ils aient reçu le visa, mais par le fait que la façon dont ils ont été accueillis, préparés et encadrés dans ce processus-là fait qu'ils sont satisfaits en fait, de cette première approche de la France. Pour souvent, pour beaucoup d'entre eux, c'est un sas d'entrée qui doit également être qualitativement soigné. Donc la quantité, c'est bien. La qualité, c'est important aussi pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à démontrer qu'on peut le faire. D'ailleurs, quand on se compare aux autres pays, vous apercevrez que les délais en fait, d'octroi de visas sont beaucoup plus courts avec la France qu'avec beaucoup d'autres pays. Donc ça permet aux gens de pouvoir gérer en fait, des projets individuels de manière beaucoup plus facile. S'il faut attendre 6 mois pour avoir un visa, c'est pas pareil qu'en 15 jours. 15 jours, c'est à peu près ce qu'il faut aujourd'hui pour passer en fait, dans les différentes étapes pour obtenir un visa. Donc 15 jours, ça me semble extrêmement compatible en fait, avec beaucoup de projets individuels. Oui. Alors sur les réserves ou sur les refus, en réalité, moi, je passe un message très simple, en fait. Ils vous saisissent souvent directement, les Camerounais mécontents qui n'ont pas obtenu de visa, qui ont perdu beaucoup d'argent dans le processus. Oui, oui. Il y a d'abord, il y a des procédures d'appel qui sont toujours possibles. Et puis, quand on connaît l'ambassadeur, on peut lui demander également de regarder. Et objectivement, tous les gens qui me contactent pour des problèmes de refus, je regarde. Vous avez beaucoup de temps pour ça? D'abord, il n'y en a pas des milliers. Ah, d'accord. Mais lorsqu'on me le demande, je le fais. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, et vous voyez l'actualité internationale aujourd'hui autour de ces sujets-là, nous avons avec le Cameroun une relation saine. Ça veut dire que lorsque on octroie un visa, c'est sur la base en fait d'un dossier individuel qui est sain. Mais lorsque le dossier n'est pas sain, il est refusé. Et donc je crois que ça contribue en fait à la crédibilité du système d'octroi des visas. Ici, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de gens qui, dans des officines, en fait,
travaille en fait à aider des gens qui estiment effectivement que leur projet est un peu limite. Et on les aide à éventuellement instrumentaliser par le numérique des preuves pour renforcer le projet. Malheureusement pour eux, on le voit, on s'en aperçoit. Donc, mon message, c'est simple, c'est qui triche, perd. Et qui triche, en fait, vient affecter cette relation de confiance. Et je dis donc que les refus sont également extrêmement importants pour un pays comme le Cameroun, qui est un peu un modèle en Afrique, dans sa relation avec l'Europe. Je ne parle pas que de la France, hein, je parle plutôt de l'espace Schengen, qui est un pays modèle, dans la mesure où il a en fait une migration de qualité. On parlait des étudiants, où on parlait de tous ces échanges qui montrent en fait que les Camerounais en fait sont parfaitement insérés en fait dans cette relation transméditerranéenne entre l'Afrique et l'Europe. Et je ne voudrais pas que par une mauvaise instruction des visas, on fasse ou on fragilise en fait cette relation-là. Donc ce que je dis, c'est que le nombre de visas refusés, et il y en a à peu près 25%, c'est la garantie de la crédibilité de la relation. Et tant pis pour celui qui veut jouer et qui perd. D'accord, merci beaucoup. Autre pan économique, c'est justement les investissements de la France dans notre pays. En 20 ans, l'Agence française de développement a investi plus de 1000 milliards. Mais j'imagine que vous suivez l'actualité du Cameroun, la pauvreté ambiante, le chômage des jeunes et tout ce qui tourne autour. Quels sont les premiers critères de sélection des projets dont la France investit généralement ici au Alors, là, vous mélangez un peu deux champs, qui est l'investissement privé, d'un côté. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont ici et qui travaillent ici au Cameroun, soit sous leur marque, soit sous des joint ventures qui permettent de faire fonctionner le business local. Donc la France reste quand même présente dans les enseignes et dans beaucoup de domaines de l'activité économique, mais à travers l'axe, je dirais, de l'investissement privé. À côté de ça, lorsque vous parlez de l'AFD, on est sur un autre registre qui est plutôt celui de l'aide publique au développement, c'est-à-dire la façon dont l'État français intervient en fait dans le champ économique ici au Cameroun. Voilà. Donc parlons de ça, si vous voulez bien. Hein. Bien sûr. Et vous mettiez un petit peu en opposition les sommes investies et un certain nombre de résultats sur le terrain et qui... l'impact sur le citoyen ou bien sur l'économie camerounaise. Il est clair que l'AFD est une institution qui s'inscrit pleinement dans le partenariat. L'action de l'AFD, c'est une action de long terme. Vous le savez, les programmes de l'AFD, ce n'est pas 1 an, 2 ans, c'est 10 ans, 20 ans. Donc on est vraiment dans cette relation-là, dans cette relation de long terme. Voilà. Et donc je pense que d'ailleurs c'est ce qui fait une forme de la modernité de ce partenariat avec l'AFD, même si le sigle peut paraître un peu ancien, même si le C2D dont on parle souvent peut paraître un petit peu énigmatique, en réalité c'est des objets très modernes qui correspondent bien à la façon dont il faut travailler dans ce nouvel esprit de partenariat. Voilà. Mais il est très difficile, vous le savez, pour un pays qui a une forte croissance démographique, comme le Cameroun, de faire en sorte de pouvoir réguler la pauvreté, puisque c'est celle-là dont vous parlez. Dès lors que la croissance économique est toujours inférieure à la croissance démographique, oui, alors la richesse par habitant, elle décroît. Et le Cameroun est confronté, vous le savez bien, à une très forte pression démographique. On essaye évidemment de doper au maximum, de développer au maximum la croissance économique, mais c'est pas si facile que ça, à faire. Donc si la pauvreté ne recule pas fondamentalement, c'est parce qu'il y a ce combat permanent entre la croissance démographique et la croissance économique qui est ici, à mon avis, le challenge principal du pays. Le Cameroun, en 1960, au moment de l'indépendance, c'est à peine 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 30 millions d'habitants. En 2050, on sera à 50 millions d'habitants. Voilà le vrai défi.
Parce que derrière, vous avez une jeunesse qui est moderne, qui est engagée dans la géopolitique d'aujourd'hui, dans l'espace numérique, et qui a des attentes. Donc le vrai sujet, c'est bien celui-là. C'est d'arriver en fait à créer suffisamment de richesses pour intégrer ces jeunes générations dans l'activité économique. Alors, sur ce que vous dites sur comment on oriente ces projets-là? Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites ces dernières semaines sur l'action de l'AFD, qui serait en fait une action critiquable à beaucoup d'égards. Moi, je vous engage à faire ce que je fais, à aller voir à Berthois, à Marois, à Garoua. Hier, j'étais à Bamenda. Ce que des projets menés par l'AFD changent dans la vie des gens. Il ne s'agit pas de faire des colloques, il ne s'agit pas de rouler avec des gros 4x4, il s'agit de construire pratiquement des projets bénéfiques à la population. Des infrastructures, pour une bonne part, hein, ou des mécanismes de formation au bénéfice des gens. Voilà. Et je demande à ce qu'on soit honnête. Je demande à ce qu'on soit honnête sur ce front-là, et que quand on va arriver dans 1 an ou 2 à la fin de ce fameux C2D, hein, qui, je le rappelle, est un don du contribuable français. Ceux qui critiquent ne sont pas honnêtes. Ben non, je pense que c'est pas honnête. D'abord, c'est un don du contribuable français qui annule une dette pour le transformer en investissement. C'est ça le mécanisme du C2D. L'AFD en est l'opérateur, mais au départ, c'est bien un acte politique qui permet d'effacer une dette pour la transformer en investissement. Voilà. Et je demande à ce qu'on fasse un bilan objectif de ces 1000 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le pays depuis à peu près une dizaine d'années, et de regarder objectivement ce que ça a changé dans la vie des gens. Voilà. Et je pense que quand on fera ce bilan-là, et on va commencer à le faire cette année, on s'apercevra que beaucoup de critiques qui sont faites autour de cette forme en fait d'aide au développement, que beaucoup de ces critiques ne sont absolument pas justifiées. Oui, certains estiment que le C2D, qui est censé réduire l'endettement, que malheureusement la dette s'accroît et qu'il n'y a véritablement pas quelque chose qui est perçu, parce que mais moi je dis à ces gens-là, le C2D a permis de faire quelque chose dans la réduction de la dette. C'est ça le problème de certains. Alors, un État pourra toujours s'endetter en fonction de certain nombre de critères d'ailleurs. Hein. Mais tout ce que le C2D a offert, c'est pas de la dette, c'est un don. Donc, quand on construit le pont sur le Wouri, c'est justement de l'argent que l'État camerounais n'a pas à emprunter pour le construire. Oui. Donc, et on peut considérer ça comme un don? Bien sûr. Les 30 ou 40 millions d'euros qui sont investis dans les 5 capitales régionales, c'est un don qui permet au Cameroun d'éviter de s'endetter davantage. Après que le Cameroun décide de s'endetter sur d'autres projets, je dirais que le C2D a permis, à travers ces 1000 milliards de francs CFA, a permis au Cameroun d'aller s'endetter sur d'autres champs. Mais il n'y a pas de lien direct, si vous voulez, entre le C2D, tel qu'il est construit, et l'endettement du pays. Au contraire, puisqu'il s'agit en fait d'une subvention ou d'un don. D'accord. Vous avez bien compris. D'accord. Ah. Vous avez fait le tour du Cameroun pour visiter justement ces projets-là. On peut les regrouper en combien de groupes? Société, santé, éducation. On peut les rassembler. C'est vraiment très vaste. Oui. Et j'aurais tendance à dire que la philosophie d'exécution de ce C2D, c'est pour tous les Camerounais, où qu'ils soient au Cameroun, il y a une logique de répartition de ces aides, en fait. Aucune région n'est oubliée. C'est pour ça que j'étais à Bamenda la semaine dernière. C'est la dernière ville qui doit bénéficier du programme Capitale Régionale. Et je tenais à ce que ça se fasse le plus vite possible, de façon à ce que les gens de la province du Nord-Ouest, qui sont dans une situation de crise, qui vivent une crise, n'aient pas le sentiment d'être abandonnés, d'être oubliés.
ou de considérer qu'il faut d'abord régler tous les problèmes avant de commencer les premiers investissements. Et mon message a été différent. Il a été de dire, la paix paye, puisque la situation s'améliore progressivement, notamment dans la ville de Bamenda, alors on peut commencer à lancer un certain nombre de chantiers qui démontrent pour les habitants de Bamenda qu'on peut déjà commencer à sortir de la crise. Je pense que sur un plan psychologique, c'est très important de démontrer ça. Voilà. Et on fera, je vous dis, à peu près les mêmes réalisations qui ont été faites dans les autres villes, sur lesquelles aujourd'hui les populations nous disent « vous avez changé notre vie ». Prenez une ville comme Berthois, qui était une petite ville avec un urbanisme très limité, beaucoup de pistes, pas beaucoup de bitume, une ville qui manquait, qui s'était un peu construite à la va-vite et qui manquait justement de certains services. Voilà. Vous allez à Berthois aujourd'hui et tous les gens vous disent capitale régionale a transformé en fait le cœur de ville. Voilà. Et aujourd'hui, Berthois ne ressemble plus au Berthois d'il y a 20 ans. Bientôt, on va lancer là, sur Yaoundé, parce que les deux grandes villes du pays sont aussi concernées. Il n'y a pas que les capitales régionales. Il y a aussi Yaoundé, il y a aussi Douala. On va lancer les réalisations de ce qu'on appelle Yaoundé cœur de ville. Ça aussi, ce sont des grands chantiers d'infrastructures qui doivent permettre, par la révision complète de grands carrefours, faire en sorte que la circulation dans Yaoundé puisse être fondamentalement améliorée. Ça va être très important. Il y a donc, comme je vous dis, dans ce programme, tout le monde, chaque Camerounais doit pouvoir dire « oui, j'ai été concerné par ce C2D qui a touché d'une façon ou d'une autre mon environnement. » Voilà. Et puis, il y a dans ce C2D également, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans une émission plus spécifique pour faire ce bilan-là, parce que vous avez des grands programmes comme par exemple le chèque santé, qui a permis dans certaines régions de prendre en charge, dans le cadre d'une mutualisation, tous les soins autour des soins périnataux. Et donc, il y a déjà, dans ces régions-là, des premières approches sur la réduction du taux de mortalité, soit des mères, soit des enfants, et qui est déjà un acquis. Voilà. Vous avez énormément de choses qui sont faites dans le cadre de la formation agricole. On a parlé tout à l'heure de la souveraineté alimentaire. Mais ça passe par énormément d'investissements dans la formation, l'éducation des entrepreneurs agricoles, pour leur permettre d'augmenter leur rendement, d'augmenter leur niveau de vie et d'augmenter au niveau du Cameroun la part d'autosuffisance. Voilà. Mais je pourrais égrener longtemps ces choses-là, mais ce que je vous propose, c'est qu'on envisage peut-être une émission plus dédiée ou plus spécifiquement dédiée à ce bilan. Oui, merci beaucoup. On fera un bilan beaucoup plus chiffré. Et ce serait bien pour la compréhension des Camerounais à qui ces projets-là profitent. Peut-être simplement pour nos téléspectateurs, bien leur expliquer que quand je dis que c'est moderne, ça veut dire que c'est construit en pleine concertation avec les autorités camerounaises. Aucun projet n'est fait par caprice de la France qui dirait « Tiens, moi, ça m'intéresse beaucoup et je voudrais faire ça. Oui. » Non, il y a une structure qui est estimée. Exactement. Et il y a une structure permanente qu'on appelle le stade, et qui permet tous les jours d'ajuster en fait entre le Cameroun et la France ces réalisations-là. Merci beaucoup. Abordons l'histoire. Justement, il y a ce passé colonial qui fait beaucoup jaser. Le rapport, justement, a été remis. Le rapport sur le passé colonial a été remis d'abord au président Macron et puis au président Paul Biya ici à Yaoundé. Alors, certains historiens, leaders d'opinion, ont crié leur colère. L'histoire ne peut pas être écrite par le bourreau. Quelle est votre réaction? Moi d'abord, je voudrais dire à tous ceux qui ont le réflexe de la critique, leur poser la question, est-ce que vous avez lu le rapport? Déjà. Voilà. C'est facile de critiquer les choses
quand on ne les connaît pas ou quand on les a lus de manière très superficielle. Voilà. C'est un rapport qui a été convenu entre deux chefs d'État dans l'intimité d'un entretien bilatéral où ils étaient tous les deux tout seuls, en 2022, en juillet 2022. Et ils se sont mis d'accord sur l'intérêt pour les deux pays de pouvoir engager ce travail mémoriel. Et depuis 2 ans et demi, aucun n'a varié. Ils sont restés tous les deux attentifs à l'engagement qu'ils avaient pris en juillet 2022. Et moi, j'étais au Palais de l'Unité, à Etoudi, à la fin du mois de janvier, et j'ai bien écouté le discours du président Biya, qui a principalement souligné la qualité de ce rapport, principalement, et c'est les termes qu'il a employés, comme un instrument majeur de psychologie collective. Ça veut dire qu'en réalité, tout reste à faire. Le rapport, ce n'est pas une fin en soi. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de confiance. Ah. Est-ce que c'est un rapport sincère? Alors, c'est un rapport qui se veut scientifique, objectif et historique. L'histoire ne peut pas, en fait, dire tout ce qui s'est passé. L'histoire ne peut dire que ce que les documents historiques disent. Vous comprenez bien. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été convenu, en parallèle de cet exercice, de mandater un artiste camerounais, Blik Bassi, pour lui venir en fait compléter cette approche strictement scientifique par d'autres approches plus culturelles, à travers des témoignages. C'est bien pour cette raison-là, vous comprenez bien qu'on a bien vu à la fois l'importance du document, mais ses limites. Et c'est donc à travers, je pense, des combinaisons entre ce qui est objectif, prouvé par des faits, prouvé par des documents, et ce qui est plus subliminal, la mémoire collective, les expériences des uns et des autres. On est tous des témoins de ce qui se passe autour de nous. Mais pour autant, on n'est pas certain que notre perception des choses soit purement objective. On peut être trompé par un certain nombre d'illusions qu'on vit autour de nous. Tout le monde connaît ça. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce rapport, il y a la vérité historique telle qu'elle est maintenant posée sur la table et qui va permettre à chacun, et quand le président Biya parle de psychologie collective, je pense qu'il parle à la fois de la psychologie collective de notre relation bilatérale, et il parle à la fois de la psychologie collective des Camerounais entre eux. Il va y avoir ce travail de fond qui va s'organiser maintenant. Voilà. Donc, je vous le dis, ce rapport, il a été réalisé dans les temps, dans les délais qui avaient été fixés. Il est reconnu par les deux chefs d'État comme objectif, et il appelle, des deux côtés, à une déclinaison. Et c'est cette déclinaison qu'on va maintenant mettre en chantier. Voilà. D'accord. Au-delà de ces recherches et de ce rapport-là, est-ce que la France doit faire plus oui. pour qu'on tourne véritablement la page oui. de ce passé un peu sombre de notre histoire? Il ne faut pas se contenter d'un rapport qui va servir après à rentrer dans une bibliothèque. Non. Et ce que je vous dis, on va rentrer maintenant dans un mécanisme dans lequel on va décliner ce rapport dans la vie d'aujourd'hui. Comment parler de ces événements dans le champ éducatif, aux jeunesses françaises, aux jeunesses camerounaises, mettre des mots sur les événements. Comment arriver à construire dans le paysage des monuments qui viendront exprimer ce qu'a été cette période douloureuse. Voilà. Comment utiliser également ce rapport pour peut-être augmenter, accélérer tout ce champ très important de restitution des œuvres culturelles, des œuvres artistiques, entre les pays européens et le Cameroun. Bref, vous avez en fait tout un spectre d'actions qui vont être lancées maintenant. Il y a évidemment des gens qui vont s'en occuper, et je pense qu'il faudra toujours envisager cette action de manière concertée, puisque c'est un problème entre nous.
Et donc on aura besoin, je pense, de traduire ça par une feuille de route qui va nous montrer tout ce qu'on peut tirer de ce rapport. Heureusement que le rapport ne sert pas simplement à rentrer dans une bibliothèque. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de confiance. Dans la consolidation de cette confiance-là, est-ce que la France doit demander pardon pour ce qui s'est passé au Cameroun dans la période de ce qu'on appelait la guerre de l'indépendance avec les militants de l'Union des populations du Cameroun, du PC? Oui, Est-ce que la France doit demander pardon avant d'envisager les réparations? Ouais, ça sera probablement, dans le choix des mots, un acte politique fort qui fera partie de cette déclinaison. Ce n'est pas à moi de le décider. Ça sera aux responsables politiques. Moi, je veux dire, on peut rentrer après dans la bataille des mots, qui disent non, c'est un génocide. Qui disent non, le génocide, c'est pas ça, c'est autre chose, etc. Il y a des critères. Bon, bref. Exactement. Moi, je suis pas assez technicien pour savoir quels seront les bons termes. Mais en tous les cas, le plus important, au-delà de ce qui sera choisi comme mot ou comme terme, c'est que vous dire que le processus, il ne fait que commencer. D'accord. Et la France est engagée pour cela? Oui, clairement. D'accord. Vous dites aussi souvent qu'il faut passer de la relation postcoloniale entre nos deux pays, justement. Pourtant, ils sont nombreux. Vous l'avez évoqué en début d'émission, ces Africains dans les capitales africaines un peu partout. Vous voyez souvent ces manifestations avec des pancartes, avec des mots qui ne sont pas souvent très doux. Oui. Beaucoup demandent justement à ce que soit la relation est révisée, soit on met fin à cela. Est-ce que c'est possible? Et quelle est votre réaction à ce qu'on a appelé parfois le sentiment anti-français? Oui. Alors, le terme que j'ai employé lors de mes vœux à la presse, c'était le terme, le néologisme de quelque chose qui se définissait comme étant post-décolonial. Pas post-colonial, post-décolonial. Oui. Je vous engage à partager avec moi l'actualité de la semaine. Une semaine un peu folle à l'échelle internationale, dans laquelle on voit un président américain qui se met au boulot tout de suite, fait ce qu'il dit et impacte de manière extrêmement forte beaucoup de choses qui semblaient indépassables. On l'a vu dans ce qui se passe autour de la paix possible en Ukraine, des tarifications douanières, etc., etc. Si je vous parle de ça, c'est que vous voyez bien qu'on est en train, pour moi, de vivre, et d'ailleurs les commentateurs le disent de plus en plus, la révélation qu'on a franchi en fait un jalon dans les relations internationales et qu'on est rentré dans un nouveau monde. Tout le monde décrit cette réalité comme étant celle d'un nouveau monde. Et c'est pour ça que ce mot, qui est peut-être un slogan, veut simplement dire que ce jalon, en fait, existe. Il y a eu la période coloniale, tout le monde en parle, tout le monde la connaît. Oui. Il y a eu la période décoloniale, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé après les indépendances, pendant un certain laps de temps. Oui. Et ce que je veux dire à travers ce terme, c'est que pour moi, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Ou alors vous êtes en train de dire qu'on n'est pas sorti de la décolonisation. Si. Parce que quand je dis la période post-décoloniale, je dis qu'on est sorti de la décolonisation et qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, vous savez, il y a un grand sommet à Bruxelles où tous les pays européens vont devoir prendre conscience d'une obligation extrêmement forte d'augmenter leur système de défense. Oui. Alors que ça fait 60 ans, même plus que ça d'ailleurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils vivaient tranquillement sous le parapluie américain. C'est très brutal, mais ça démontre bien que le monde dans lequel on est en train d'entrer est très différent de celui d'avant. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme en réalité pour illustrer cette idée que le Cameroun, la France, les États-Unis, tout le monde en fait, est entré dans cette nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, les relations entre les uns et les autres seront
un peu différentes. Regardez autour des sujets de défense la façon dont les Américains, les Européens, les Russes sont en train de discuter sur de nouvelles modalités de défense. Donc ça a des conséquences extrêmement profondes. Et dans ce monde-là, ce que je dis, c'est que la France et le Cameroun, parce qu'ils vivent une relation de confiance, sont capables de pouvoir d'abord échanger sur cette situation, oui, et peut-être de porter ensemble un certain nombre de voix ou un certain nombre d'enjeux qui leur semblent aux deux importants. Je parle, par exemple, de la capacité que la France et le Cameroun poussent ensemble de mieux représenter l'Afrique ou les États africains dans les instances supranationales ou dans les instances internationales comme aux Nations Unies. Je parle de cette volonté qui a été mise en avant par la France l'année dernière. D'ailleurs, le président Biya était venu à Paris au mois de juin 2023 autour du sujet sur le nouveau pacte financier. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses doivent être révisées aujourd'hui dans les instances internationales, que ce soit les instances commerciales, les instances financières, les instances politiques. Monétaires aussi. Monétaires, exactement. Donc, tout ce grand charivari qui nous attend, c'est important que des pays qui se font confiance, la France et le Cameroun, soient capables d'en discuter, voire même d'agir ensemble, pour essayer de pousser, lorsque c'est nécessaire, des sujets qui leur paraissent importants aux uns et aux autres. C'est ça que je dis qui est le formidable enjeu de cette nouvelle ère géopolitique qui s'ouvre actuellement. Évidemment, elle était en gestation depuis un certain nombre de temps, mais vous voyez bien que dans l'actualité très récente, elle vous saute au visage, comme une réalité qu'on ne peut plus nier. Oui. Est-ce que cette relation post-décoloniale, la France est véritablement prête à engager ce que vous appelez relation post-décoloniale dans le cadre du Cameroun particulièrement? Moi, je crois que le président Macron l'avait annoncé dès 2017, à son arrivée. Il avait mis en avant l'idée que nous devions avoir une révision complète de notre dispositif militaire en Afrique. Vous vous souvenez? La France était le seul pays à disposer d'un maillage de bases militaires très important sur le continent africain. Et il est devenu extrêmement compliqué d'expliquer aux pays africains qu'on avait des bases militaires partout, mais qu'on ne faisait pas en fait d'ingérence dans la vie des pays. Bon, voilà. Regardez la situation aujourd'hui. La France n'a plus de base militaire en Afrique. Est-ce que certains n'ont pas forcé la main à la France? Alors, après, on peut regarder les modalités. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça aurait pu se passer plus vite? Moi, je regarde le résultat. Et je vous dis, aujourd'hui, à part une base à Djibouti, mais qui relève d'une logique plutôt de notre influence dans l'océan Indien, hein, nous avons en fait soldé notre positionnement militaire. C'est un fait suffisamment majeur, important, pour démontrer en fait que notre posture française vis-à-vis du continent africain a changé. Voilà. D'accord. Est-ce que vous comprenez parfois ces jeunes Africains qui organisent parfois des meetings spontanés avec des pancartes pour dire ah bah, la relation entre la France et le Cameroun? Est-ce que vous les comprenez parfois? Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai la même réaction d'ailleurs pour les jeunes Français qui vont dans des manifestations pour dire il faut cesser toute relation avec l'Afrique, il faut arrêter l'aide au développement. Pour moi, c'est un peu, je dirais, le pendant de ce qu'on peut trouver. Et en tant qu'ambassadeur, je prendrai une petite perle de sagesse pour vous dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc je le mets de côté, parce que je sais bien que la grande majorité des gens sensés ne sont pas dans ce registre de la mise en forme excessive d'un certain nombre de reproches d'un côté ou de l'autre. On peut toujours reprocher d'ailleurs à la France plein de choses, mais moi ce que je constate, c'est que souvent c'est totalement paradoxal. C'est-à-dire qu'on vous accuse de tout et son contraire. Oui, les plus modérés disent plus modérés disent nous n'avons aucun problème avec la population française, nous n'avons aucun problème avec la France, nous avons des problèmes avec la politique française en Afrique. D'accord. Vous la comprenez peut-être? Ok. La politique française en Afrique, c'est une politique qui, je vous l'ai dit, sur un plan stratégique,
a pris acte d'une volonté de désengagement militaire, de façon à ce qu'on ne puisse plus nous accuser d'être les gendarmes de l'Afrique. Oui, d'autres appellent aussi au désengagement économique. Et les engagements économiques, surtout. vous en parliez tout à l'heure, le désengagement économique, la part relative de la France dans l'économie africaine a décru au cours de ces 60 années. Dernières années, oui. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui dans des situations de concurrence et de défis de compétitivité qui font que, et d'ailleurs le président Macron le disait, il disait le combat économique, je l'assume. Parce qu'il y a des règles qui consistent à dire que le client va aller choisir le mieux disant. Et que donc, si on veut être le gagnant du contrat, il faut être le mieux disant. La France a perdu une partie de ses parts de marché. Mais elle a d'autres ambitions également dans de nouveaux pays. Si vous regardez uniquement l'espace francophone, vous pouvez penser qu'effectivement, la France est en recul. Mais si vous regardez les investissements qui sont faits sur l'ensemble du continu, et notamment sur certains pays anglophones, là, vous avez l'effet inverse. Donc, tout est une question de focale. D'accord. Hein? Vous parlez de la question monétaire. La balle est dans le camp des pays africains. La France a toujours dit, et d'ailleurs, ce qui a déjà été fait d'ailleurs dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, chaque pays est souverain en matière de monnaie. Allez poser la question aux différents responsables politiques ici au Cameroun, ils vous diront que pour l'instant, l'équation du CFA n'est pas la plus mauvaise. Alors vous pouvez toujours sortir un épouvantail en disant c'est une forme d'oppression. Mais en réalité, quand vous en parlez aux gens du métier, aux banquiers, aux fonctionnaires internationaux et à tous les gens qui savent un petit peu ce que c'est que l'économie, aujourd'hui, c'est probablement la meilleure solution qui puisse exister. D'ailleurs, en Afrique centrale, je ne vois pas particulièrement de pays poussant à la sortie de l'espace du franc CFA. Mais si les pays africains le décident, la France ne s'y opposera pas. D'accord. Globalement, avec ce qui s'est passé en Afrique ces dernières années, la France a toujours confiance à l'Afrique? Moi, je crois. Par rapport au passé? Alors, je pense qu'il faut prendre deux choses en compte. Il y a ce que vous dites, c'est la confiance. Je crois que cette confiance n'est pas rompue, malgré ce que certains peuvent vouloir en dire, en montrant à tel ou tel endroit des reculs de confiance. Peut-être, peut-être. Mais plus fondamentalement, je vous demande de revenir là aussi à des discours assez fondamentaux du président Macron qui nous a dit, en fait, assez vite après son arrivée, que l'Europe et l'Afrique avaient destin mêlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde, en fait, le temps long, ou les perspectives, qu'elles soient démographiques, économiques, géopolitiques, aucun des deux continents ne peut envisager l'avenir renfermé sur lui-même. C'est ça, avoir destin mêlé. Voilà. Et donc, à partir de cette intuition, qui me semble être de bon sens, toute la question politique, c'est comment on organise ce destin mêlé. Et dans ce domaine-là, je pense qu'on a toujours des obligations. Ce n'est pas forcément un choix, je veux ou je ne veux pas. J'ai une obligation, par les faits, de faire en sorte que ces deux continents puissent vivre ensemble au XXIe siècle. Toute la question migratoire est là-dedans. Vous le voyez bien. Hein. Mais je reviens toujours à votre question, et vous me la posez par différents angles. Moi, je crois qu'on est encore, et c'est bien comme ça, dans une relation de confiance qui permet de construire l'avenir. D'accord. On va vers la fin de l'émission. Revenons au Cameroun. Par rapport aux autres diplomates, est-ce que c'est particulier quand on est ambassadeur de France au Cameroun? Particulier, vous voulez dire par rapport aux autres ambassadeurs? Oui, par rapport à la relation historique, par rapport à notre passé. Est-ce que c'est particulier quand on est désigné ambassadeur de France? Oui, c'est sûrement... moi, j'ai un peu de mal, en fait, à vous répondre, parce que je n'ai pas été ambassadeur dans d'autres pays, donc je n'ai pas forcément de point de référence très simple. Mais effectivement, quand on voit l'importance
de notre relation passée. Oui. Je pense que la fonction d'ambassadeur de France, elle est un peu particulière ici. Oui, parce que certains estiment que l'ambassadeur de France a plus de privilèges. Il rencontre le chef de l'État. Quand il le souhaite, ils échangent régulièrement. Et bon, puis, ça, sur ce point-là, je peux vous dire que... Il y a des regards fixés sur vous. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais probablement que dans chaque pays, certains pays ont des relations particulières ou privilégiées. Ici, c'est vrai que, d'ailleurs, vous avez eu cette résidence et cette ambassade, on est les seuls de ce côté-là de la ville. Toutes les autres, elles sont à Bastos. Voilà. Donc, déjà, c'est particulier. On est resté, en fait, à proximité du centre-ville, qui était le cœur administratif du Cameroun, là où tous les autres pays ont plutôt investi sur un quartier nouveau, de l'autre côté de la ville, considérant que c'était plus agréable de se mettre plutôt à la campagne, parce que c'était la campagne avant, hein, plutôt que de rester ici au centre-ville. Alors, rien que sur un plan simplement d'infrastructure, oui, l'ambassade de France et la résidence de France a une position particulière. D'accord, on va sortir par là, 2025. C'est une année déterminante pour le Cameroun parce qu'elle est électorale, l'élection présidentielle notamment, au-delà de l'ingérence. Hein. Quel est le souhait de l'ambassadeur que vous êtes pour des élections apaisées en octobre prochain au Cameroun? Alors, effectivement, c'est le sujet dont tout le monde parle, partout et tout le temps. Alors, sans vouloir faire de pirouette, parce que je vous répondrai sur la question, mais j'ai tendance à dire que moi, mon approche du sujet sera davantage d'encadrer l'année 2025 que de m'y noyer. Je parlais tout à l'heure de cette capacité en 2025 à gérer la relation mémorielle. On est là dans le spectre du passé. Et puis, dans nos différents investissements de long terme, je vous disais, les priorités qu'on essaie de construire pour le Cameroun de demain. Alors, c'est ça la principale action de l'ambassade de France. Mais 2025, vous avez raison de le dire, c'est une année quand même particulière, même si, je vous dis, notre action, elle encadre cette année 2025. Alors, effectivement, vous l'avez noté, je crois que tout le monde maintenant l'admet, même s'il y a encore des romans qui essaient de faire croire que rien n'a changé. Vous savez, il y a toujours des conspirationnistes à toutes les époques. Hein. Mais vous voyez bien, la France va rester très extérieure au registre de la politique intérieure camerounaise. Ce qui n'empêche pas que moi je reçois en fait tous les candidats. Hein, on a besoin, et notamment donc avec mes collègues européens, on s'est organisé entre Européens pour avoir un contact et un dialogue avec l'ensemble du champ politique. Pas forcément uniquement le RDPC, mais aussi l'ensemble des autres candidatures. Donc on est ouvert là-dessus. Et puis je pense qu'on sera toujours capable d'appuyer notre conception d'une démocratie saine, avec des obligations de transparence, avec des obligations de pousser au maximum en fait, tous les mécanismes qui permettent à tous les Camerounais de s'exprimer. Voilà. On a aussi de grandes ambitions sur un champ politique en matière de décentralisation. Une des voies de développement du Cameroun passera par cette dimension-là. Donc oui, on pourra, je pense, un peu comme je disais au départ, l'ami de la famille, conseiller sur la forme démocratique que le Cameroun va suivre en 2025, bien sûr, puisque là, il y a un processus électoral extrêmement précis. Et puis au-delà, sur éventuellement la façon dont le pays devra adapter ou ajuster sa démocratie aux exigences du XXIe siècle. Hein. Tous les pays le font. Hein. Une constitution, ce n'est pas un monolithe. Il y a évidemment, de temps à autre, à y revenir pour venir y agréger des éléments nouveaux que les circonstances vous imposent. Hein, voilà. Donc voilà comment on voit 2025. Vous verrez que l'ambassade de France et l'ambassadeur se tiendront bien en retrait du processus, tout en étant des observateurs avisés.
D'accord. Merci beaucoup. Peut-être un dernier message. Ouais. Un dernier message pour sortir de l'entretien. Peut-être aux demandeurs de visa retirés au sort. Qu'est-ce que vous leur dites pour sortir de l'émission à tous ces Camerounais qui demandent des visas et peut-être vous sollicitent pour des interventions? Moi, ce que je leur dis, c'est ce que je vous ai probablement déjà dit, c'est la France et le Cameroun, dans ce domaine en fait des visas, peuvent être des pays modèles. La France aura besoin, dans les années qui viennent, d'une migration choisie. Et le Cameroun est un pays suffisamment fiable et formé pour être au rendez-vous de cette immigration choisie. Je le disais tout à l'heure, un partenariat, c'est quand on définit des intérêts convergents ou communs. Mais je crois que dans ce domaine-là, la France et le Cameroun ont des intérêts communs. On a besoin en France de la jeunesse camerounaise, d'une certaine partie, le but n'étant pas de venir voler au Cameroun une partie de son élite, mais il y a tout un mécanisme à construire, soit en termes de formation, d'apprentissage ou autre chose. Donc voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que cette relation mature entre les deux pays puisse perdurer et faire du Cameroun probablement un des pays africains de référence en matière justement de migration. Merci. Excellence. Canal 24 vous remercie pour votre disponibilité et merci pour ce temps accordé pour cet entretien. Merci à vous, merci à l'équipe technique et merci à tous les téléspectateurs. J'espère qu'ils auront pendant cette heure appris quelque chose et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être, je vous en ai parlé tout à l'heure, autour du bilan du C2D qui me semble être une bonne occasion de dire ce qu'est cette relation. Merci beaucoup. C'était l'entretien sur Canal 24 avec son excellent Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Prenez soin de vous et à bientôt.